Bienvenue dans toutes les France. 3 ans après les révolutions arabes, les peuples sont-ils désormais convaincus que l'islam politique n'est pas la solution? Débat avec nos invités. Mathieu Guidère, bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste du monde arabe et musulman, auteur de nombreux ouvrages. On va citer Le choc des révolutions arabes, publié aux éditions Autrement, et Les cocus de la révolution, également aux éditions Autrement. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes à Genève, ce centre, chercheur également invité à l'université Paris 1, auteur de nombreux ouvrages. Où va le monde arabe, aux éditions Eric Barnier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, Martine Gozlan, vous êtes rédactrice en chef au sein de l'hebdomadaire Marianne, auteur des Rebelles d'Allah aux éditions de l'Archipel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous avez aussi écrit Le choc Jésus-Mahomet aux éditions La Thèse, dont nous avons déjà parlé dans toutes les France. Mathieu Guidère, l'islam politique c'est fini, les peuples ont dit non, la Tunisie, l'Égypte? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela aujourd'hui, à 3 ans après le printemps arabe. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une contre-révolution. Il y a eu la révolution telle qu'on l'a vue en Tunisie et en Égypte. Et aujourd'hui, on a un retour. On a un retour dans un certain nombre, notamment en Égypte, en Tunisie également, sous des formes légèrement différentes. Quand vous dites une contre-révolution, Mathieu Guidère, cela voudrait dire que la révolution était porteuse d'islamisme ou d'islam politique? La révolution a été, parmi les aspects révolutionnaires de ce printemps arabe, il y avait l'islamisme, bien évidemment, qui voulait en tout cas changer l'ordre établi, qui voulait instaurer un nouvel État, dit État islamique, qui voulait appliquer la charia, qui voulait... Les révolutionnaires étaient des islamistes? Il y avait des révolutionnaires parmi les islamistes. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est clairement un retour, comme d'ailleurs dans toutes les contre-révolutions. Il faut se souvenir de la contre-révolution en France même, lorsque Charles X va revenir au pouvoir, ça va être encore plus dur que ce qu'il y avait avant dans la Restauration. Et en Turquie, il y a une contre-révolution? Non, la Turquie, c'est un cas à part. Il y a une lutte. Mais il commence à avoir des signes de refus de l'islam politique. Oui, mais enfin, vous avez quand même une alliance contre nature qui se dessine aujourd'hui entre les islamistes et l'armée. Il faut voir pourquoi il y a une lutte à l'intérieur de l'islamisme en Turquie entre la confrérie et le pouvoir qui reste à part. Pour les pays arabes, en tout cas aujourd'hui, on a clairement un parti de l'ordre qui veut en finir avec le désordre, l'insécurité, l'instabilité, et qui a vu ce qu'était l'islamisme, on va dire, au cours des 2 années écoulées, et qui veut revenir à une position beaucoup plus claire, beaucoup plus stricte. Il n'y a qu'à voir les articles qui ont été adoptés en Tunisie récemment. Alors il veut revenir tout seul, ou est-ce que c'est aussi avec l'appui du peuple, dont certains étaient des révolutionnaires il y a 3 ans? Hasni Abidi. Disons que l'islam politique aujourd'hui vit une phase très importante, c'est un apprentissage. Nous vivons un laboratoire à ciel ouvert. L'islam politique, comme pensé, nous le connaissons, mais aujourd'hui nous avons des mouvements islamistes qui ont gagné les élections et qui, bien sûr, exercent un pouvoir, qui ont exercé en Égypte. Malheureusement, l'expérience a été avortée par l'armée. Bien sûr, les islamistes... Malheureusement, c'est une prise de position de votre part? Moi, je trouve que ce qu'a fait l'armée est une grande erreur, parce que finalement, l'acte politique est très important. Il a de la valeur, et quand on vient et on fait un coup d'État, même s'il y avait une demande forte de la population pour déstabiliser ou destituer Morsi, je trouve tout de même que ce qu'a fait l'armée est une erreur, et on voit aujourd'hui... Mais les raisons de la destitution sont plutôt liées à l'exercice du pouvoir et non à l'élection. Absolument, mais en fait, seule l'urne est maître dans ce genre de situation. C'est-à-dire on ne peut pas donner un mandat à l'armée pour destituer un homme qui a été élu. D'une manière absolue. La prestation des frères musulmans en Égypte, elle est complètement différente de la prestation des Tunisiens. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Tunisie. Moi, je trouve que c'est la transition, je l'ai toujours dit, même ici, qu'en Tunisie, on connaît une transition dans l'ordre. C'est-à-dire que les islamistes tunisiens ont compris, bien sûr, le cas égyptien les a aidés, que la transition, c'est d'abord une concession permanente, c'est des tractations. C'est ça le propre de la transition. Je reviens à votre question, finalement, c'est quoi la démocratie? C'est une conquête. Aujourd'hui, les populations du monde arabe ont maintenant conquis cette idée. Elle est dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir à l'âge des ténèbres. Ce qui reste maintenant, c'est le lieu de pouvoir. Et le lieu de pouvoir, il est par définition un lieu vide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps. Et je rebondis sur la Turquie. Le problème de Erdogan, c'est qu'il est resté trop longtemps. Et je crois que c'est le moment pour lui aussi de songer à la relève. Martine Gozlan, est-ce que vous pensez qu'il y a une idéologie islamiste qui comporte un pan violent?
Non, mais moi, je crois qu'il faut quand même revenir à ce que disent nos amis. L'islam politique signe une défaite retentissante. Il a régné, il a gouverné, et les peuples n'en veulent plus. Et ce qui vient de se passer en Tunisie, où finalement on dit oui, les islamistes composent, etc. Mais non, ils ont été obligés de se retirer du pouvoir de façon pacifique, mais par la volonté du peuple, par le fait que les Tunisiens, justement, la société civile, s'est tellement mobilisée, s'est tellement massée derrière l'opposition laïque que nous avons, non pas cette contre-révolution, je trouve qu'il y a une sorte d'aspect de connotation négative dans le terme de contre-révolution. Pas du tout. Aujourd'hui, on n'assiste pas à quelque chose de négatif, mais un élan positif. Il y a, à travers les amendements et les articles qui ont été adoptés de façon tumultueuse dans les débats autour de la nouvelle constitution tunisienne, une énorme espérance. Alors bien sûr, il peut y avoir des interprétations parce que cette constitution démarre, c'est aussi par une invocation au nom d'Allah, etc. Mais il y a une fermentation de la défense de la liberté de conscience qui est fabuleuse. C'est pour ça que je ne crois pas que l'islam politique puisse avoir réellement des lendemains. Attention, l'islamisme, bien sûr, l'islamisme politique d'une composition violente, bien sûr. Après tout, en Tunisie, Eskenarda n'a pas cajolé les salafistes. Et c'est précisément le fait qu'il les ait considérés comme ses enfants, comme le disait Rached Ghannouchi, qui a poussé les Tunisiens en masse vers la contestation de ce nouvel ordre, parce que c'était un ordre semeur de désordre. Christian Macarian, est-ce que le pari de certaines puissances occidentales de se dire finalement cette tendance islamiste dite modérée, quoique le qualificatif modéré peut soulever plusieurs commentaires, mais est plutôt la tendance générale de la région et qu'il faut plutôt soutenir ce mouvement? Est-ce qu'il y a une erreur de jugement? Ce qui caractérise les positions occidentales depuis le début, c'est qu'elles ne comprennent rien à ce qui se passe. Elles ont commencé par ne rien voir venir, rien n'a été prévu. Puis elles n'ont pas prévu la prise en main par les islamistes, je pense en particulier au cas de l'Égypte, où il y a eu sur la place Al-Tahrir, un véritable détournement de la révolution engendrée et provoquée par une jeunesse sur un slogan éminemment universel et universaliste, pain, justice, liberté. Il n'y a eu ni pain, ni justice, ni liberté. Il y a eu un prédicateur arrivé du Qatar, relayé par Al Jazeera, et fortement financé, et ensuite une parenthèse morcie que je regrette. Je ne qualifierais pas de démocratique personnellement, parce que c'est le deuxième point et qui nous conduit à l'erreur des Occidentaux, c'est de voir l'ensemble des pays arabes comme une unité, alors qu'il y a une extrême diversité. Mais en tout cas, il y a un point qui est commun à tous les pays arabes, c'est qu'ils ne peuvent pas importer le concept de démocratie tel qu'il s'est déroulé, n'est-ce pas, au cours du XIXe siècle en Europe. Ça ne peut pas ressembler à cela. Donc par définition, ça va passer par des hauts débats, des soubresauts, islamistes, contre-islamistes, militaires, quand l'armée est puissante, ce qui n'est pas le cas partout, ou bien encore un autre cas très complexe qui est celui de la Syrie, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais que je ne veux pas oublier. Donc, si vous mettez tout cela bout à bout, vous avez un apprentissage qui se déroule sous nos yeux, dans lequel il est très imprudent de prendre parti pour ou contre ceci ou cela. Sauf une chose, c'est une définition de la démocratie nouvelle qui doit exister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la démocratie, c'est simplement les urnes. Tout à l'heure, vous disiez, M. Abidi, l'importance que ça a les urnes. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi... Ça ne suffit pas, d'autant plus qu'il n'y a pas les outils institutionnels permettant de contrer le pouvoir. Le Hamas a pris le pouvoir de façon totalement démocratique au sens arithmétique des comptes, des votes, mais il ne l'a pas pris au sens principiel. Donc il y a des principes, il y a une constitution et l'adoption d'une constitution. Et encore faut-il rappeler que plusieurs pays arabes ont eu des constitutions tout à fait libérales dans les années 20 qui ont été ensuite complètement piétinées et violées. Donc il faut un ensemble de facteurs sociologiques, économiques, sociaux, politiques et internationaux
très important. La démocratie est un équilibre délicat et fragile. C'est aux pays arabes qu'il faut faire confiance pour l'élaboration de cette démocratie d'un type nouveau. Donc ce que doivent faire les Occidentaux, et je conclus là pour répondre pleinement à votre question, ce que doivent faire les Occidentaux, c'est former, encadrer, soutenir, rappeler les principes, mais bien se garder de prendre parti pour tel ou tel autre bord. C'est mon point de vue. Hasni Abidi. D'abord, pour l'Égypte, on a l'impression qu'on réduit la révolution de millions d'Égyptiens à une chaîne de télévision et à un monsieur qui s'appelle Kardaoui. Les conditions économiques et sociales en Égypte, elles étaient telles qu'une révolution a été inévitable. Je pense Vous avez tout à fait raison, monsieur Abidi, parce que 30 ans ont poussé justement d'injustice économique et sociale réelle. 30 ans après, les Égyptiens ont fait effectivement une révolution. Il a suffi d'un an de Morsi pour qu'ils en fassent une autre. Absolument. Ça veut dire en fait que l'islamisme politique n'est pas une fatalité. Et que les Égyptiens, ils sont en train d'essayer de voir comment peut-on construire ce pacte social ensemble. Morsi a commis des erreurs très importante et grave. Mais Morsi, il a essayé de composer avec l'armée. Les gens oublient. Il a essayé de composer avec le ministère de l'Intérieur et il n'a même pas changé le ministre de l'Intérieur. Et c'est plutôt l'armée et le ministère de l'Intérieur qui, bien sûr, ont précipité un petit peu sa chute. Mais évidemment, il n'a pas su travailler avec l'Égypte profonde. Je voulais dire que faire un bilan du printemps arabe, c'est injuste et c'est court. Oui, on peut parler du printemps arabe, mais les constitutions ou les conditions de la réussite d'un apprentissage et d'une transition démocratique, la première condition, c'est d'abord d'avoir des hommes politiques élus par la société qui travaillent sur l'éducation, sur la santé, sur l'enseignement, sur beaucoup de chantiers. Et malheureusement, ces chantiers, ils étaient en panne, ils étaient interdits sous Moubarak, sous Ben Ali. Donc il était indispensable d'abord de commencer par le commencement. Peut-être une démocratie qui boite mieux que zéro démocratie. Encore une fois, c'est une transition. Et dans une transition, c'est un processus long et qui est critique et parfois il peut connaître. Guy Hermé dit toujours que dans une transition, on connaissait quand même que beaucoup de citoyens ont compris qu'on ne pouvait pas les gouverner avec des principes religieux, forcément, et qu'ils avaient justement des besoins matériels, vous en avez parlé, et que invoquer Dieu à tout va n'était pas forcément la solution ou la manière de régler leurs problèmes quotidiens. C'est vrai. Morsi, malheureusement, a voulu gouverner seul. Et ça lui a coûté très cher. Al-Nahda aujourd'hui ne veulent surtout pas gouverner cher, seul. Oui. Ils veulent revenir d'ailleurs plus tard. Mais vous savez, quelque chose de très important. Dans toutes les transitions, et le monde arabe n'a aucune expérience empirique, c'est-à-dire qu'il navigue à vue. Regardez en Amérique latine, les deux systèmes qui s'effondrent après la sortie d'un régime autoritaire, c'est la justice et la police. Pourquoi? Parce que ce sont les deux systèmes qui sont liés à non seulement un régime, mais à un homme. Dès que l'homme tombe, il y a l'insécurité. C'est pour ça que les Égyptiens, les Tunisiens disent « Ah, mais il y a beaucoup de nostalgiques. On était bien sous Ben Ali, on était bien sous Moubarak parce que la sécurité régnait. Mais parce que cette sécurité, elle ne pouvait pas rester longtemps comme ça. C'était un appareil d'État. Oui, absolument, c'était un appareil d'État lié à l'homme. Et les conditions économiques et sociales, bien sûr, ont joué un rôle un petit peu dans ce désaveu vis-à-vis des islamistes. Comme idée reste, mais comme projet politique, je crois qu'il a besoin de réglage d'une manière presque récurrente. Mathieu Guider. Alors, je n'ai aucune sympathie pour les islamistes, je crois que tous ceux qui ont regardé mes travaux. Mais il faut faire attention à un problème qui est les deux poids, deux mesures. Je ne souhaiterais jamais, à ce qui est arrivé en Égypte, m'arrive en France. Je ne souhaiterais jamais que l'armée, quelles que soient les manifestations, quel que soit le nombre de millions de gens qui descendent dans la rue, je ne souhaiterais à aucun moment que l'armée française ou un général de l'armée française vienne déposer le président de la République. Mais ce n'est pas possible puisque la France a tous les outils institutionnels. Non, mais votre distinction a ses limites, puisque en France, il y a une pratique démocratique, comme aux États-Unis, à la procédure d'impeachment, il y a la vote de confiance, et tout ça n'était pas présent sous l'ère Morsi. Tout à fait, il y a des principes qu'il faut affirmer solennellement et ne pas négocier là-dessus. Les principes démocratiques sont les mêmes pour tous. Ensuite, les problèmes contextuels dans chaque pays, c'est une autre question. Donc on ne va pas revenir aujourd'hui à ce qui s'est passé en Égypte et on ne va pas le rediscuter indéfiniment. Ce que je vois aujourd'hui, la conséquence au bout de 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a une violence qui revient de plus en plus. Tout le monde savait que s'il y a marginalisation, s'il y a exclusion des islamistes du champ politique, de façon radicale, tel que cela est en train de se passer en Égypte. Alors ça, c'est un point fondamental, Mathieu Guider, que je souhaitais aborder tout de suite après, c'est comment se fait-il, vous avez l'air de le dire de manière tout à fait normale, il y a
une partie, une composante politique qui part du pouvoir, et tout à coup, radicalisation et violence. Mais justement, pour reprendre l'exemple d'avant, est-ce que les principes font que quand une composante politique part du pouvoir, le lendemain, c'est la violence, les attentats? Non, alors il faut peut-être regarder ce qui s'est passé dans le détail. Dans le détail, ce printemps arabe a changé quelque chose de fondamental. Il a converti, au sens religieux du terme, il a converti les islamistes à la démocratie. Vous avez quand même des frères musulmans qui considéraient la démocratie comme un produit occidental où il faut absolument y refuser de faire un parti politique pendant 80 ans. Bon, donc on a une grande partie quand même des islamistes qui se sont convertis littéralement. C'est une conversion ou de la réelle politique ou... Peu importe. Oui. Résultat des courses, ils ont fait un parti, ils ont mis des candidats, ils ont joué le jeu démocratique. Double langage, pas double langage, je me fiche totalement du moment que le gars On ne sonde pas les cœurs, oui. qui Parce que les années n'utilise du pas. combat n'ont pas réussi, justement. fait. Parce que les années de combat... Non mais d'affrontement répondez quand même à ma n'ont pas question, oui, parce que c'est le Et ça, reportage qui suit. c'était une victoire de non-djihadistes contre les djihadistes. C'est fondamental. Les djihadistes ont reçu une défaite importante en 2011 à cause de cela. Mais comment expliquez-vous? On va prendre un exemple concret pour que nos téléspectateurs comprennent qu'un responsable, par exemple des frères musulmans en Égypte, destitués donc, disent, un responsable du parti, disent dès que vous nous ramenez Morsi, les attentats dans le Sinaï vont s'arrêter. Bien évidemment. Donc vous trouvez qu'il n'y a pas de lien? Non, si, bien sûr qu'il y a un lien, parce que les frères musulmans, tout le monde le connaît, c'est pas une seule tendance. Vous avez une tendance quand même dans les frères musulmans qui est qutbiste. Qui est armé. Saïd Qutb était quand même dans les frères musulmans. Il a fondé le djihadisme. Il a fondé mieux que le djihadisme, pire que le djihadisme. Il a fondé le takfirisme, Saïd Qutb. Takfirisme, c'est-à-dire la possibilité de déclarer n'importe quel musulman mécréant. C'est-à-dire le fait de le tuer. Donc on a ce courant-là dans les frères musulmans. Vous dire le courant terroriste violent. Le courant terroriste violent existe également dans les frères musulmans. C'est pas quelque chose qui est né. Donc le fait de les qualifier de terroristes n'est pas complètement venu d'une autre planète. Non, mais vous ne pouvez pas qualifier la totalité de la confrérie de terroristes. Certains oui, certains non. Zawahiri, mais parce que vous êtes dans la finesse. Vous êtes dans la finesse. Mais Mohamed Morsi, on n'est pas dans la finesse. Mohamed Morsi avait quand même adoubé, je suis désolée, que quand il était président, il a adoubé comme gouverneur de Luxor l'ex-chef des Gamat Islamiyya, responsable de l'attentat d'il y a 2 décennies, moins de 2 décennies en Égypte contre les touristes occidentaux. Alors, est-ce qu'il n'adoubait pas les terroristes? Non, mais tout à fait. Mais ça lui a. Plus les conversations récemment découvertes et enregistrées avec Al-Zawahiri. On peut discuter à l'infini de la vie interne politique, et je crois qu'on oublie l'essentiel des révolutions arabes, c'est-à-dire l'individu arabe, le citoyen. Ce sont des sociétés qui ont marqué le désir profond de voir l'être humain en tant qu'individualité, avoir ses droits, son intégrité, indépendamment de toute question religieuse, sociale ou politique. C'est ce qu'a montré, à mon avis, le grand mouvement du réveil arabe. Et à mon avis, il reste vivant. Et c'est encore lui qui agit quand il y a des signes d'espoir, par exemple en ce moment en Tunisie. C'est encore ce ferment-là qui agit. Et il faut absolument le conserver. Alors, ce qui s'est passé en Égypte, si on respecte ce principe de naissance de l'individu, du citoyen arabe contre un système quel qu'il soit, eh bien je suis désolé de rappeler les faits sans aucun parti pris personnel. Il y a eu plus de 30 millions de gens, d'individus non organisés, non enregistrés, certains sans doute l'étaient, mais la majorité écrasante ne l'était pas, qui se sont dressés contre un pouvoir. Ce pouvoir, c'était Mohamed Morsi. C'est l'ensemble des manifestations de l'été 2013 ont produit 30 millions de gens à un moment donné dans la rue d'un pays d'un peu plus de 80 millions d'habitants. C'est du jamais vu. Si on ne veut pas voir ça, si on ne veut pas le prendre en considération, quelle que soit l'appartenance ou la sensibilité que l'on ait, on nie le fait même du réveil arabe. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Ces gens ont voulu mettre fin, certainement pas renverser Morsi par l'armée, mettre fin au système. C'est là que l'armée s'est emparée effectivement de cette contestation pour accomplir son coup d'État. Mais ce n'est pas l'armée qui a mis 30 millions de gens dans la rue, ce sont les 30 millions de gens dans la rue
qui ont offert à l'armée l'occasion d'agir contre les islamistes. Une manifestation ne peut pas remplacer une légitimité. Je suis d'accord, mais c'est très important ce pour nous pour qu'exprimer l'avenir. ces Parce que demain, un manifestations, président Quand il y a élu- les outils politiques institutionnels, ils ne sont pas présents, les outils politiques institutionnels permettant à un Parlement, permettant à des institutions de dire non au président. Ils n'existent pas puisque Morsi ne les a pas installés, n'a pas voulu les installer Non, soit- et a préféré installer des mais laissons gouverneurs le anciens temps. terroristes comme Le problème, responsables c'est que- de le problème, villes c'est que- emblématiques. Le problème, c'est qu'on marginalise, on humilie une partie de la population avec ce geste-là de destitution d'un président qui a mal agi, c'est vrai, qui a commis, je dis, des erreurs qui ont vraiment très très cher. Et qui a ce violé n'est en pas plusieurs points et la qui a violé- démocratie. qui a violé la Constitution. Ça c'est C'était des vrai. crimes. Mais, C'était mais- des crimes mais contre une les erreur ne chrétiens. sera pas réparée par une autre erreur. D'accord. Alors C'est ça le en problème. ce moment, il y a une série d'attentats qui sévissent. Qui sont les responsables? L'organisation des Frères musulmans a été déclarée comme organisation terroriste. Retour sur les violences en Égypte. Reportage, regardez. Quartier de Nasser City, au nord du Caire. Des civils, cette fois, étaient la cible de cet attentat. 5 personnes ont été blessées ce matin dans l'explosion. Une nouvelle attaque. 2 jours après le bain de sang survenu à Mansoura, à 100 km du Caire. Un kamikaze avait jeté sa voiture sur le quartier général des forces de l'ordre, tuant 14 policiers. Un mouvement djihadiste proche d'Al-Qaïda a revendiqué l'attentat de mardi. Mais le régime militaire du général al-Sisi accuse les frères musulmans, en profite pour resserrer encore l'étau autour de la confrérie islamiste, déclarée désormais organisation terroriste. Arrestation en série, ces membres des frères musulmans dénoncent la répression. D'autres groupes ont perpétré ces explosions. Le ministre de l'Intérieur est responsable car il doit assurer la sécurité dans le pays. Depuis le coup d'État du 3 juillet dernier, le régime du général al-Sisi, soutenu par l'armée, tente de réduire à néant les frères musulmans. La pire répression en 85 ans d'existence de la confrérie islamiste. À la fin du régime Moubarak, la répression contre les frères était moins forte que celle qui a eu lieu ces derniers mois, puisque Moubarak n'avait jamais fait tirer sur des manifestations de frères musulmans avec à peu près 1 millier de morts comme résultat. L'islamiste Mohamed Morsi, premier président élu démocratiquement en Égypte, attend d'être jugé pour espionnage. 3 ans après la révolution, l'Égypte risque de voir encore se radicaliser ces islamistes qui étaient arrivés légitimement au pouvoir. Mathieu Guider, vous êtes spécialiste également du terrorisme. Quels sont les critères de qualification d'une organisation en tant qu'organisation terroriste, que ce soit au sein de l'Union européenne ou par exemple au sein du département d'État américain? Alors, il n'y a pas de définition consensuelle, mais on s'entend sur un trait. Un trait, c'est le fait de s'attaquer à des civils par des armes. Donc, à partir du moment où vous attaquez des civils, que ce soit vous posez une bombe, vous faites un attentat, ou vous tirez dans les civils, c'est considéré comme du terrorisme. Donc, un acte terroriste, c'est un acte contre les civils. Ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est véritablement une étape, pour moi, la continuité du printemps arabe, et ce n'est pas terminé. On est dans une phase, pour moi, l'Égypte n'est pas encore stabilisée, la Tunisie pas encore, mais on a malheureusement ouvert la boîte de Pandore. Alors c'est quoi la boîte de Pandore? Je vais prendre l'exemple de l'Égypte exactement ce qui s'est passé. Qui fait les attentats aujourd'hui, puisque je suis cette situation? Ceux qui font les attentats aujourd'hui, puisqu'ils les revendiquent et qu'on a des vidéos, on a des communiqués, etc. C'est un groupe qui s'appelle Ansar Bayt al-Maqdis, les défenseurs de Jérusalem. Ce groupe est né exactement en mars 2011. Il est né en mars 2011 de la fusion entre des Palestiniens qui sont partis du Hamas, qui étaient membres du Hamas, et des Égyptiens qui étaient dans un autre groupe qui s'appelle Tawhid al-Jihad. Unicité. Le Hamas dont on a facilité la venue dans le Sinaï. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de sécurité, donc ils ont fusionné pour fonder ce groupe qui s'appelle les défenseurs de Bayt al-Maqdis. Pendant 2 ans, c'est-à-dire entre 2011, mars 2011 et juillet 2013, ce groupe va avoir comme objectif prioritaire et unique de s'attaquer à Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sauter en 2011 le pipeline de gaz qui relie les deux. Il va faire... Qui ne se trouve pas en Israël? Non, qui ne se trouve pas en Israël, mais qui conduit en fait le gaz égyptien en Égypte. vers Israël.
et donc ils sont contre le fait de la livraison du gaz à Israël. Il va le refaire sauter en 2012 et il va tirer des roquettes en 2012 et en 2013 sur les localités palestiniennes. À partir de juillet, à partir du moment où le président Morsi est déposé, ce groupe va changer radicalement d'agenda. Il ne s'attaque plus à Israël du tout et il va s'attaquer à l'armée égyptienne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors comment vous l'expliquez? C'est parce qu'il y a des liens avec les frères musulmans ou parce que idéologiquement il se dit non, on préférait quand même Morsi, c'était plus sympa? Idéologiquement, il préférait Morsi, c'est une évidence, puisque Morsi facilitait globalement les rapports avec le Hamas et le rapport avec la bande de Gaza. Mais il y a un deuxième point, c'est que ce qui s'est passé, c'est que maintenant ils considèrent qu'ils ont déclaré, comme ils sont dans le courant takfiriste des frères musulmans, ils considèrent que... Donc il faut partir des frères musulmans? Ils sont dans le courant takfiriste, c'est-à-dire ils sont influencés par la pensée de Saïd Qutb. Bon, à partir du moment où ils considèrent maintenant que les gouvernants en Égypte sont plus mécréants que les Israéliens, il faut le faire. Bon. Et du coup, ils légitiment, ils préfèrent concentrer leurs attaques contre l'armée égyptienne et la police égyptienne plutôt que contre l'armée israélienne. On en est là aujourd'hui. Et on voit le même cas en Tunisie, où vous avez Ansar Sharia qui fait à peu près la même logique en disant que les gouvernants islamistes sont pires. Et vous avez la même chose en Libye, vous avez la même chose au Maroc. Et donc on est dans ce moment où les pays arabes sont en train de redériver vers un terrorisme probablement beaucoup pire que ce qu'il y avait avant sur le régime autoritaire. Et c'est ça le danger aujourd'hui de ces démocraties. Donc la lutte contre ce terrorisme doit se faire? Aujourd'hui, on n'a pas le choix. De toute façon, quel que soit le régime qui est en place, qu'il soit armé ou pas armé, islamiste ou autre, il n'a pas le choix. Il doit protéger les populations contre ce terrorisme. C'est une évidence. Il n'y a pas d'idéologie à faire là-dessus. La sécurité, c'est la première des fonctions régaliennes de l'État. Christian Macarian. Ce qui est intéressant, très brièvement, dans l'exposé de Mathieu Guider, c'est que toute cette phase intervient après la phase de gouvernement civil, exercée par les islamistes dans des situations, je crois qu'on peut résumer, d'échec total. On est d'accord. Partout. Donc ils ont échoué et finalement ils n'excellent que dans le terrorisme. Et ils y reviennent avec une autre orientation, comme vous venez de l'expliquer très très clairement, c'est-à-dire désigner le pouvoir civil national comme la cible et non plus l'ennemi extérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mesurer à quel point cet islamisme-là, qu'il soit djihadiste, takfiriste ou même ni l'un ni l'autre, est complètement dans l'impasse. Et d'une certaine manière, en voie théoriquement d'extinction en termes de solutions politiques. Il n'a plus rien à dire. Donc il laisse le champ ouvert à une autre possibilité, et c'est là où nous nous trouvons à peu près en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que les pouvoirs civils vont être constitués de façon solide et constituer une alternative crédible, les fameux gouvernements d'experts dont on parle aussi bien en Tunisie qu'en Égypte et qui n'ont pas abouti à ce jour, technocrate, oui. Ou est-ce qu'on va arriver à autre chose? Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il faut revenir, à mon avis, à l'individu et au tissu social. Je veux dire, le citoyen arabe a quelque chose à dire, peut-être de nouveau, face à ce terrorisme, à cet affrontement de pouvoir. Il y a une sorte de vide, et il y aura peut-être un second sursaut, en tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter, dans ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Hasni Abidi. Je crois que aussi il est intéressant de sortir un peu de la polarisation, parce qu'il n'existe pas seulement les islamistes d'un côté et le pouvoir, ou disons que le pouvoir, c'est-à-dire l'armée, les services de police qui sont aujourd'hui très 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 forts dans certains pays arabes. Aujourd'hui, face à la violence, cette polarisation existe. Oui, elle existe, mais quand on parle de l'individualisme, moi je le dis plutôt, c'est ce qu'on appelle la rue aujourd'hui. La rue, ça c'est un acquis très important, et la valeur ajoutée du printemps arabe, c'est que vous avez aujourd'hui une frange de la société qui n'accepte pas, ou qui sort dans la rue quand elle voit que les idées de la révolution, ou les idées de soulèvement, de changement, sont déviées de leur trajectoire. Donc il n'y a plus peur. C'est-à-dire, elle n'a plus peur, mais surtout, c'est-à-dire qu'elle exprime finalement peut-être, en sciences politiques, ce qu'on appelle une opposition en construction. C'est l'avenir de cette société-là, de l'opinion publique, bien organisée. L'essence d'une opinion publique. Deuxième élément important, tout à l'heure vous avez posé la question sur l'Occident. Moi, je ne vous cache pas, l'Occident n'a jamais été... On va rappeler, parce que c'était il y a quelque temps. Non, mais c'est important. La question, c'était est-ce que le pari... Voilà. Mais oui, parce que la question est importante. Sur ces islamistes modérés. Oui.
les Occidentaux, disons les Européens, n'ont jamais été enthousiastes à cette idée du printemps arabe parce qu'ils savaient d'avance que les islamistes allaient gagner la mise. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire que le président français, le dernier... Ils ont parié. Oui, ils en parlent parce que voilà, et parce que nous avons déjà, enfin en Europe, on a une méfiance à l'égard de l'islam politique. Les Américains avaient un autre calcul. Il n'y a pas qu'en qui est Europe, intéressant. ouais. Non, les Américains, c'est-à-dire que le seul moyen pour contrôler, pour brider un petit peu l'islamisme radical, c'était de miser sur un islamisme modéré. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Ce qu'ils ont fait en Égypte, et c'est leur tactique, c'est leur stratégie. Mais John Kerry a déclaré peu de temps après la décision de Morsi que les islamistes ont volé la révolution et il a fait un virage à 180 degrés. Oui, vous savez, les Tunisiens et les Égyptiens, aujourd'hui, il y a un débat très intéressant. Sur une question fondamentale. Nous n'avons pas trouvé de réponse à cette question. L'islam politique doit-il faire partie du pouvoir ou pas? Est-ce qu'on l'exclut et comment? C'est difficile. Mais comme les Algériens ont fait l'expérience. Asni avait dit, comme le disait Christian Macarian tout à l'heure, il y a peut-être une incompréhension parce que quand on étudie ces sociétés arabes, on sait que l'islam est extrêmement présent. Oui. Le christianisme aussi, mais l'islam est majoritaire. Les citoyens sont croyants, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent une expression politique de la religion. Et donc, et puis il y a plusieurs tendances. On a parlé des frères musulmans, il y a aussi les salafistes qui sont toujours présents dans la sphère politique et qui risquent d'être représentés au Parlement. Bien, donc il y a aussi plusieurs facettes de cet islam politique. On arrive à peu près à une demi-réponse. Les islamistes, quand ils disent l'islam est la solution, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que les islamistes eux-mêmes, par exemple, Amin Houaïd, il le dit dans le journal Ahram, il dit « Nous avons formé des bons imams, mais nous n'avons pas des bons technocrates pour répondre aux besoins de la société de tous les jours. » Et ça, c'est important. C'est l'expérience, c'est l'apprentissage qui a révélé, qui a dévoilé leur échec et leur impuissance. Et le slogan de départ de Hassan al-Banna, du fondateur des frères musulmans, qui était « Le Coran est notre constitution », est désormais complètement forclos, abandonné, il ne tient plus la route. De ce point de vue-là, il y a un acquis. Il y a un acquis des révolutions arabes. Mais sans exclusion. Monsieur Macarian, la transition démocratique, elle ne peut pas se faire avec l'exclusion, même avec les islamistes. Ça, je suis d'accord on avec doit vous. chercher justement des formes, justement, conservatisme en l'appelant. Il y a l'islam, et elle est une composante importante. C'est une valeur refuge dans ces sociétés-là. Peut-être qu'on a besoin de plusieurs années pour arriver à une domestication de l'islam politique. Martine Gozlan. La Tunisie, moi je veux absolument y revenir parce que c'est quand même le pays phare, le petit et le grand pays phare du réveil arabe. Et là, il nous vient de nous prouver, en renonçant à la charia, en criminalisant l'accusation d'apostasie, en affirmant la parité homme-femme, eh bien il vient d'affirmer qu'il ne veut plus entendre parler de voté par les islamistes, Madame Gozlan. Vous savez que les islamistes sont majoritaires au Parlement? Écoutez-moi, monsieur, ils ont été contraints d'amender. C'est ça la transition. Mais attendez, ils n'acceptaient pas, permettez-moi, monsieur, d'intervenir. Ils n'étaient absolument pas pour cette transition. Ils pensaient que la démocratie leur avait été donnée comme un règne par le peuple de toute éternité. Ils ne l'ont pas accepté. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, en observant le soulèvement pacifique des Tunisiens, c'est qu'ils ont poussé, ils ont contraint les islamistes qui voulaient régner pour toujours à accepter les règles de la démocratie. C'était un mandat provisoire qu'on leur avait fait. Mais pour arriver à ce qu'a dit la Rayed, cède le pouvoir, démissionne, et que cette constitution, la majorité des articles soient votés, mais que de lutte, que des crimes politiques, des leaders de la gauche populaire assassinés, un djihadisme, je le répète en pesant mon mot, cajolé, adoubé, des maquisards sur les monts Chambi, protégés, le chef d'état-major qui a été mis à la retraite, qui a été quasiment limogé de la vaillante et républicaine armée tunisienne, rappelait que le gouvernement ne lui avait pas donné les moyens de lutter contre le djihadisme au mont Chambi. Alors est-ce que c'était ça la démocratie? Est-ce que c'était cela qu'on posait? Alors vous faites la définition exacte de la transition, madame. Non, madame Gozlan. La démocratie, vous savez c'est quoi? Elle se fait toujours dans la tension. Elle ne se fait pas dans la douceur. Ce sont des généralités. Non, pas des généralités. Vous êtes très On va faire une petite pause dans le débat maintenant et on va retrouver
retrouver comme chaque semaine Julien Pain en collaboration avec les observateurs de France 24, la chaîne d'information internationale. Bonjour Julien, petit tour d'horizon de ce qu'on peut appeler aussi une tendance à la violence dans certains pays. Vous allez peut-être commencer par les enfants qui aiment bien dessiner des chars en Libye, Julien. Voilà, si la vérité sort de la bouche des enfants, je vais vous montrer qu'elle sort peut-être encore davantage de leur crayon. Et je vais vous montrer des dessins qui ont été faits par des enfants dans la ville de Sebha, lors d'un atelier de dessin. C'est des enfants qui ont entre 4 et 13 ans. Et regardez à quoi ressemblent leurs dessins. Sur 13 enfants à qui on a demandé de dessiner, 9 ont dessiné une Kalachnikov, un char et autres matériels mortels. Alors voilà, quand on voit ce qu'il y a dans la tête des enfants libyens, ça augure quand même assez mal pour la suite de ce pays. Mais quand on parle de la Libye, on parle toujours de l'insécurité, des milices, de la violence. Alors je voulais aussi vous montrer une initiative beaucoup plus positive, beaucoup plus sympathique, une initiative de paix. Et vous parlez d'un homme qui a fait 200 km à pied en Libye, et Dieu sait qu'en Libye, ce trajet était dangereux, entre Misrata et Tripoli. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris ce risque-là? Parce qu'il voulait réconcilier ces deux villes. Il faut savoir que Misrata et Tripoli ont une rivalité qui est ancienne, mais qui a encore été exacerbée le 15 novembre, puisqu'il y a eu un véritable bain de sang. À Tripoli, des milices de Misrata ont tiré dans la foule et ont fait plus de 40 morts. Donc les violences entre ces deux villes risquent de reprendre. Alors bien sûr, c'est une toute petite initiative. Il était tout seul, il a fait ce qu'il a pu, mais quand on voit l'état de la société civile libyenne, et je trouve que c'était une initiative qu'il fallait voilà, mentionner. On parle des armes, on parle de la circulation des armes, c'est évidemment loin d'être un problème qui est uniquement libyen. Je vais vous montrer une vidéo qui est terrible, qui vient du Yémen. Au Yémen, il est d'usage dans les mariages et autres cérémonies d'avoir des armes, et parfois, comme dans ce mariage, eh bien ça tourne pas très bien. C'est les tirs en l'air là, Julien. Alors ça, c'est une scène qui s'est passée dans un mariage à Taez, dans le sud-ouest de la Libye. C'est pas seulement anecdotique, il y a eu quand même un mort lors de ce mariage. Alors, il faut savoir que le Yémen, c'est l'un des pays du monde, le deuxième pays du monde où il y a le plus d'armes par tête d'habitant. Je rappelle quand même que le premier pays, c'est les États-Unis. Oui. Je vais vous emmener maintenant en Iran pour vous faire redécouvrir des images qui avaient complètement disparu depuis 79, parce qu'en 79, avec la République islamique, les mollahs ont décidé de censurer, on va dire, les archives de tous les médias pour faire disparaître ce qui ne leur plaisait pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne plaisaient pas aux mollahs, notamment ça. Ce sont des actrices. Là, c'est une femme qui s'est présentée à Miss Monde à l'époque en Iran, des actrices, des starlettes de cinéma, etc. Toutes ces femmes qui donc à l'époque du Shah. À l'époque du Shah. Oui. Alors, un Iranien s'est mis en tête de ramener à la vie toutes ces stars déchues et oubliées. Comment il a fait? Il a fait les greniers. Il est allé dans les greniers pour récupérer ces magazines qui n'avaient pas été rattrapés par les mollahs. Il les a mis sur Internet. Et grâce à lui, on a une idée de l'Iran d'avant 1979, et ça donne une bonne idée de à quel point les mœurs, en matière de mœurs, je ne parle pas en matière de liberté politique, mais il peut y avoir une régression en finalement assez peu de temps. Et pour finir, je vais vous emmener très loin de la révolution arabe, je vais vous emmener en Russie, mais pour vous montrer des méthodes de propagande qui, à mon avis, n'auraient rien à envier à celles des dictateurs des pays arabes. Ça s'est passé lors d'une visite ou une visite prévue de Vladimir Poutine dans un petit village qui s'appelle Souzdal. Et voilà ce qu'ont fait les autorités. Comme le village, vraisemblablement, n'était pas assez joli, ils ont décidé d'utiliser des caches-misères. Et donc, ils ont mis des bâches qui essayaient de feindre l'apparence de fenêtres et de maisons plus jolies. Alors, l'ironie... Julien, hein, pardon ? C'est très artistique. C'est très joli. Alors je ne sais pas si ça suffisait à duper Vladimir Poutine sur son passage. Le plus ironique, c'est que Vladimir Poutine n'est jamais venu dans son village. Donc c'est très triste. 2 jours après, on a enlevé ces bâches et le village est retombé dans l'oubli. Voilà. Merci infiniment Julien pour ce tour du monde. Et on vous trouvera avec grand plaisir dès la semaine prochaine pour un autre tour du monde de ces images amateurs que vous êtes le seul sur Terre à trouver. Merci Julien. Merci du compliment. Mathieu Guidère, sur justement cette circulation d'armes. Où les touristes trouvent-ils leurs moyens de fait qu'il y a un certain nombre d'accusations dans les médias, notamment égyptiens, sur des
carrément, c'est dit, des puissances étrangères aident les terroristes, les financent et leur permettent de commettre des attentats avec des moyens assez puissants comme l'attentat qu'on a vu en Égypte tout à l'heure. Je crois qu'on va laisser l'Égypte de côté parce qu'on est dans un contexte très tendu où chaque partie met sur le dos de l'autre tous les crimes à peu près. Donc, je ne discuterai pas le détail. Je parle des moyens des armes. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune puissance étrangère. Quand on dit puissance étrangère, j'espère qu'on ne pense pas à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis. Ces trois pays-là ne livrent à aucun des pays, à aucun groupe islamiste, en tout cas des pays arabes, des armes pour qu'il lutte contre son gouvernement. C'est vraiment... Si c'était le cas, nous ne le saurions pas, je suppose. Ni vous, ni moi, monsieur Guider. Non, mais enfin, bon. je crois que les démocraties, on a assez de moyens. Dans les démocraties, on a assez de moyens pour savoir à peu près où vont les armes et à qui on les vend. Non, là, carrément, ceux qui sont accusés, c'est le Qatar, par exemple. Bon, alors s'il s'agit d'accuser le Qatar de l'Arabie Saoudite, je rappelle juste que le Qatar, l'Arabie Saoudite... Non, le Qatar seulement, pas l'Arabie Saoudite. Ne produisent absolument pas, d'armes. Non, aucune. Non, mais je parlais de financement, évidemment. Non, mais c'est juste pour donner quand même, pour qu'on sache que les pays producteurs, les pays intermédiaires, les pays acheteurs, les pays diffuseurs. Bon, ça c'est une autre question. Je crois que ça ne sert à rien de faire de la politique internationale à partir de groupes nationaux locaux. Ce n'est pas le cas. Il y a assez d'armes sur place. Il y a assez d'armes depuis la catastrophe libyenne, depuis la catastrophe malienne. Depuis toutes les insurrections africaines, alors les gens entendent, il y a une guerre en Centrafrique, il y a le Mali, etc. Tout ça, c'est des marchés d'armes noires. Donc les armes ne manquent pas et le trafic d'armes est très florissant aujourd'hui en Afrique. Qui donne des perspectives aux attentats. Ça donne énormément de moyens à tous les groupes. Et vous avez des pays qui ont du mal à assurer leur sécurité. Et le souci aujourd'hui, c'est justement de sécuriser cela sans nécessairement de la propagande. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur le dos de qui que ce soit. Vous devez assurer la protection de vos citoyens. C'est l'essentiel. Très bien. Deux choses, si vous permettez. Dans les dessins, c'est intéressant. Dans les dessins des enfants de Sebha, donc, qui se trouve dans le sud de la Libye, il y avait ces photos des enfants sur des camions, etc. Des chars. Et des chars. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait le drapeau des Amazirs. Les Amazirs sont les hommes berbères qui étaient brimés, qui étaient interdit sous Kadhafi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi un côté positif. C'est-à-dire les gens s'expriment. Vous savez que le président du Parlement libyen, qui est la haute autorité, il est berbère, il est amazir, il parle en amazir. C'est-à-dire que avec tous les problèmes de cette transition chaotique, il y a comme quelque chose de bien, c'est que l'individu peut s'exprimer avec sa diversité. C'est-à-dire le amazir, les gens du sud, des tribus qui n'avaient pas le droit à s'exprimer, aujourd'hui ils existent. Donc encore une fois, je reviens sur cette idée-là, c'est que 3 ans est un âge vraiment court. Dernière remarque sur les pays du Golfe, d'une manière générale. Et je prends l'Arabie Saoudite, c'est très important. Pourquoi l'Arabie Saoudite soutient énormément le général Sisi et a accueilli Ben Ali? C'est pas un hasard. Moi, je dis aujourd'hui, il n'est pas dans l'intérêt des pays du Golfe, et notamment de l'Arabie Saoudite, à ce que le printemps arabe réussisse. Parce que la réussite de la transition démocratique... Il semble y avoir une diversité de positions dans le Golfe, puisque le Qatar soutient très clairement les frères musulmans. Absolument, je suis d'accord avec vous. La position du Qatar... Mais pas la même que l'Arabie Saoudite, parce que vous avez dit les pays du Golfe, voilà, comme c'était un bloc monolithique. C'est vrai, vous avez raison. Je mets le Qatar, parce qu'il y a même certaines tentatives pour isoler le Qatar au sein de coopération du Golfe. Parce qu'ils savent, surtout la famille royale en Arabie Saoudite et d'autres familles royales au Koweït, que l'arrivée ou que la victoire des islamistes... Vous savez que les frères musulmans, ils sont très présents dans les pays du Golfe, par l'éducation, par les médecins, depuis les années 60 et les années 70. Donc il y a aussi, je veux dire pas un complot, mais disons que les frères musulmans ont fait face à des difficultés internes très importantes par ce qu'on appelle le pays profond, les systèmes de sécurité, les systèmes de corruption, les milieux mafieux, mais aussi à une volonté régionale de ne pas laisser l'expérience, en tout cas les islamistes, réussir dans la transition. Parce que s'ils réussissent ils vont aller là-bas. Ils n'ont pas fait preuve d'une grande compétence et je suis sûr que s'ils l'avaient fait, l'issue aurait été peut-être différente. Donc on ne peut pas non plus dire que d'un côté il y a les corrompus et de l'autre il y a les bons frères qui ont fait tout pour que ça se passe bien et les pauvres ils ont été... Et on a tout fait pour qu'ils ne réussissent pas. On a accusé Morsi, pourquoi il est allé en Iran. Il a dit, moi j'ai demandé à mes amis, mes frères des pays du Golfe de me soutenir parce que les caisses sont vides. Ils m'ont dit qu'on n'a pas assez d'argent. Mais l'argent est revenu tout de suite après le coup d'État militaire. Donc ça vous donne une idée.
Écoutez, non, juste une seconde. Martine Gozlan. Les islamistes sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils pensaient et de ce qu'ils voulaient. Donc dire qu'il y avait comme ça, on les a pas laissés, on les a pas... Non, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout de leur idéologie, et leur idéologie ne marche pas parce qu'elle n'a pas comblé les attentes et les espérances des peuples, même si ces peuples espéraient ardemment la religion. Voilà, c'est tout. C'est un naufrage, et de là, je suis absolument d'accord avec Christian Macarian, et j'y reviens vraiment dans mon livre. Il y a une espérance de l'individu qui peut s'arracher au diktat du groupe, et pour ça, il y a encore une longue route à faire. Mais il y a des gens qui montrent le chemin et la voie, et certains ont été rejoints par une grande majorité de la société civile. Christian Macarian. À propos d'armes, à propos de Qatar, à propos d'Arabie Saoudite, on ne peut pas ne pas parler de la Syrie. Oui. Parce qu'un des développements de ces intrusions externes via l'argent et via les armes dans les révolutions arabes, c'est ce qui se passe en Syrie. Et en Syrie, pour résumer une situation extrêmement confuse, il y a eu une sorte de cristallisation très légitime sur le soutien apporté à Assad par la Russie et par l'Iran, et puis par le Hezbollah, très rapidement. Donc ça, c'est très clair, c'est une première sphère. Mais on a moins étudié, et là on a fait une erreur, l'appui apporté par le Qatar à tous les groupes se réclamant peu ou prou de l'idéologie des frères musulmans, dans le nord, autour d'Alep notamment, et puis dans le sud, au contraire, des groupes tout à fait différents, beaucoup plus proches d'Al-Qaïda, eux soutenus par l'Arabie Saoudite. Ce que vous dites est connu des autorités politiques françaises. C'est totalement connu. Mais comment se fait-il qu'il y a donc cette proximité? Le fait que ces deux puissances aient agi de façon en plus contradictoire, adverse, hein, les uns pour Al-Qaïda, les autres pour les frères musulmans, a disséminé les efforts de l'opposition, l'a discrédité et a permis, encore une fois, à Assad de gagner du temps et à renforcer son pouvoir. Donc, vous voyez, l'islamisme au travail détruit complètement les aspirations populaires en prétendant soutenir les insurgés. Et ça, je crois qu'il faut le dire, la Syrie paye non seulement les crimes d'Assad, mais la stupidité et les calculs assez misérables, en tout cas meurtriers, des adversaires d'Assad aussi. Ça n'empêche pas la France d'être très proche du Qatar. Ça n'empêche pas la France d'être très proche du Qatar. Vous avez vu qu'avec François Hollande, on semble opérer une petite transition pour se rapprocher davantage de l'Arabie Saoudite que du Qatar. On aurait eu le Qatar pendant le mandat précédent comme interlocuteur privilégié, et maintenant plutôt Riyad, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, comme interlocuteur privilégié. Ce sont deux variantes. Je pense que M. Guider est d'accord. Je fais une assise. Allez-y, Martine. Je fais une assise. Ouais. En Arabie Saoudite, justement, il ne faut pas oublier Raif Badawi, qui est un jeune blogueur de 30 ans, qui a été condamné à 600 coups de fouet et à 7 ans de prison, simplement parce qu'il tenait un blog sur lequel il posait la question de la relation entre les Saoudiens et la politique et la religion. Voilà, c'est tout. Après 3 ans, Mathieu Guider, alors, les cocus de la Révolution, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y en a beaucoup, déjà, il y en a beaucoup. Mon problème aujourd'hui, la difficulté, elle est entre la réalité et la perception. S'il y avait, je rejoindrais presque totalement le diagnostic de Martine Gozlan, s'il n'y avait pas une perception différente, s'il y a un pan de la population dans certains pays. Je la rejoindrai. Simplement, chez une partie de ces peuples arabes, dans chaque pays, vous avez une perception complètement différente que des événements que nous lisons aujourd'hui objectivement de l'extérieur. C'est-à-dire cette perception, par exemple, fait que pour certains, en Égypte, etc., ils considèrent que la révolution leur a été volée. Et vous ne pouvez rien faire à cela. Cette perception-là va faire du terrorisme, cette perception-là va faire de la violence, et il faut la traiter. Vous ne pouvez Elle ne peut pas s'exprimer politiquement pour l'instant, vu le contexte politique, c'est très difficile qu'elle s'exprime politiquement. Mais il faut absolument déjà traiter cette perception-là. Traiter la perception des jeunes déçus qui n'ont pas vu de changement chez les islamistes et qui ne voient pas non plus de changement réel sous les nouveaux gouvernements. Traiter la perception de... Ils ne sont pas encore là, hein, parce qu'il y a un processus démocratique. Je veux dire, c'est les gouvernements. Deuxièmement, il faut traiter la perception de ces gens qui estiment avoir gagné et avoir été
volé, que leur pouvoir a été volé. Sinon, on aura beau affirmer par ici des analyses objectives en disant c'est l'échec, etc. On n'y arrivera pas. Mon souci reste donc toujours prendre en compte cette tendance-là. Cette perception. Oui. Non, pas la réalité. Je ne parle pas de la réalité. La réalité, tout le monde la connaît, je crois. Et si on s'entend qu'on connaît le terrain en Haïti, on peut faire un diagnostic assez objectif de la situation. Simplement, la perception induit des actions de diverses manières, en fait. Vous pouvez avoir des coalitions complètement contre nature sur des perceptions communes. Et mon souci reste toujours la sécurité, personnellement. Une démocratie ne peut pas vivre, ne peut pas vivre sans sécurité. Les gens ne peuvent pas penser vivre normalement, l'économie ne peut pas, tant que la sécurité et la sûreté des individus et des biens n'est pas assurée. Hasni Abidi, pour clore. Non, il y a une chose importante, on a parlé de la grande, disons que la rue qui exerce un rôle très important, mais regardez la dynamique, sur l'avenir. Dynamique aujourd'hui. Vous avez une assemblée constituante en Tunisie. Vous avez une constitution qui sera probablement une première dans le monde arabe, qui est très positive. Le pouvoir libyen, avec toutes les difficultés sécuritaires, il a nommé donc il va un vote pour nommer 60 membres élus par les Libyens pour rédiger une constitution, une première depuis l'ère Sunusi. Il y a une dynamique politique. Ça veut dire quoi? On a réhabilité l'acte politique. On essaye de remplacer le langage des armes et de la torture exercée par les anciens régimes sous l'appellation laïque, etc., mais il n'y avait rien de laïque, par une participation politique. Christian Macarian, vous êtes d'accord? Il faut se garder de prendre parti, il faut rester conforme aux principes et aider tous ceux qui soutiennent les principes démocratiques. C'est l'état de veille d'Occident qui doit être beaucoup plus prudent que ce qu'il a été, parce qu'on s'est quand même énormément trompé depuis le début des révolutions arabes. Martine Gozlan, dernier mot. Moi, je pense qu'il faut au contraire, mais je ne parle pas ni en tant que politique, mais simplement en tant qu'observatrice et en tant que militante de l'espérance laïque et en tant qu'amie de tous ceux depuis de longues années qui, dans le monde arabe, se battent pour le droit à la liberté de conscience. Au contraire, il faut prendre parti avec eux, les accompagner justement en leur donnant la parole, en parlant d'eux, en les invitant. Et merci. Et tant mieux que la liberté de conscience soit garantie désormais par les constitutions en cours. Merci infiniment Mathieu Guider, merci Hasni Abidi, merci Christian Macarian, merci Martine Gozlan. Je vous retrouve dès la semaine prochaine et le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux de toutes les France. Au revoir.